Bonjour et bienvenue dans ce format très particulier, à la frontière entre le livre audio et l'actuel play. Il est possible grâce à Barbu Inc., que je remercie grandement. Préparez-vous à plonger dans l'univers de Spire, le Soulèvement, un jeu de rôle fantasy punk d'espionnage, de résistance et d'horreur. Les joueurs incarneront des Droz, des elfes noirs luttant contre l'oppression qu'ils vivent dans leur cité occupée. Leurs adversaires, les Aelfir, les hauts elfes, sont tyranniques, immoraux et très mystérieux. Découvrez Spire le Soulèvement avec cette petite introduction à l'univers. Je suis Maxime Robinet et je serai le meneur du jeu. La joueuse sera Cécé Trouille. Je suis Lucia Lénore, une elfe noire, une Drow. Ma peau est cendrée, j'ai de longues oreilles pointues. Mes cheveux sont noirs corbeaux. Je suis petite et mon physique est, pour une Drow, assez banal. Je ne supporte pas le soleil qui brûle ma peau et aveugle mes yeux. L'un des prix à payer pour être une elfe noire. Tu vis dans la grande cité de Spire, dans la région de Destera. Cette ville est répartie sur toute la hauteur d'une tour dépassant le 1,5 km de haut. 1500 mètres de dédales, de couloirs sombres et sinueux et de structures aux origines mystérieuses. Il est impossible de connaître qui a créé ce bâtiment. Mais ce que tu sais, c'est que c'était le lieu de vie des Droz. Jusqu'à l'arrivée des Aelfir, les hauts elfes, les oppresseurs. Depuis maintenant 200 ans, ils ont enlevé Spire aux Droz lors d'un conflit brutal et sanglant. Les elfes noirs, ta famille, ton sang, sont tolérés dans la cité en échange de 4 années de servitude. 1461 jours à être l'esclave temporaire d'un seigneur à Aelfir. Toi, tu as passé tes premières années d'adulte au service de Draenor, main sur le pacte, à être négociante. Tu achetais des biens et les vendais au meilleur prix. Cela t'a beaucoup appris quant à la manipulation et, évidemment, au commerce. Mais depuis quelques mois, presque une année maintenant, tu vis avec tes parents et ta sœur, dans les jardins suspendus. C'est une vie rude, oppressée par la garde et les lois Aelfir. Tu es aujourd'hui sur le chemin du marché. Tes parents travaillent au jardin suspendu. Ils sont myciculteurs, c'est-à-dire qu'ils produisent des champignons à partir de cadavres suspendus dans des toiles d'araignée. Cela permet d'avoir beaucoup de calories et de nutriments à un prix défiant toute concurrence. Et une fois récoltés, ils vont vendre ces champignons rouge sang sur les étals de la place du marché située au Dock Céleste. C'est loin. Vous habitez et travaillez au jardin suspendu et vous devez monter près de 500 mètres d'étages complexes et dangereux. Et cela demande un sacré effort de déplacer tout cela à vous 4. Vous êtes partis depuis maintenant 1 heure et approchez de la cathédrale chancelante de Notre-Dame de Gloire. Comme la quasi-totalité des Droz, tu vénères Limier, Notre-Dame de Gloire, la déesse mère de la lune. Elle amène à ton peuple la lumière, le repos, l'inspiration et le réconfort. Elle n'est cependant qu'une partie d'une figure tripartite appelée Damnou. Limier est la facette de la lumière, l'ombre son opposé, et l'écolé, la lune de sang. Ensemble, elles représentent les 6 vertus des Droz, le socle de votre code moral. La ténacité, la charité, la grâce, la vigilance, la sagesse et la fureur. Mais les Aelfir ont interdit les cultes de l'ombre et l'écolé. Ils ont rasé les anciens temples et traquent les fidèles. Seul Limier, Notre-Dame de Gloire, est toléré. Et tu fais justement face à sa cathédrale. Elle est gigantesque, s'étendant sur plusieurs quartiers, mais tombe peu à peu en ruine. Les reconstructions et réparations font de ce lieu, qui s'étend sur des centaines de mètres, un vrai fouillis architectural. Seul le symbole de l'araignée, emblématique de l'église de Limier, rappelle vraiment que c'est là un temple. Ta mère,
Ton père et ta sœur s'arrêtent avec toi l'espace d'un instant de recueil face à ce lieu de culte. Ta mère brise le silence. Je me demande si on fait bien de dépenser autant d'énergie dans cette bâtisse croulante. Est-ce qu'on donne la bonne image aux Aelfir ? Ton père répond, un peu las. Ça permet d'aider les plus démunis, ceux qui n'ont pas notre chance. Ta mère lui répond un petit peu sèchement. Et si on veut traiter avec les hauts elfes, il faut faire partie de leur société, accepter la réalité, c'est eux qui décident. Tant qu'on peut pas être à leur niveau. Pour jouer à un jeu, il faut accepter les règles. Tu vois que ton père hausse les épaules, caressant un peu son dos, qui lui fait mal depuis quelques mois. Le travail au jardin suspendu est assez rude. Tu vois que ta sœur, Saria, depuis le début de cette petite conversation, s'intéresse plus à fouiller son sac, cherchant quelque chose qu'à participer. Je l'observe discrètement pour voir si elle sort quelque chose de son sac. Tu regardes, tu vois qu'elle cherche quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Ta mère rajoute. Ah, mais c'est exactement le même problème qu'avec Tarkia, quand elle s'est perdue dans son culte. J'ai eu beau lui dire que c'était dangereux, que c'était interdit. Et elle chuchote quand elle parle de ça. Mais bon, elle voulait absolument vénérer. Elle regarde à gauche, à droite, derrière vous, et murmure, même ne fait simplement que bouger ses lèvres pour prononcer l'ombre. Et résultat, on ne la voit plus. Pourtant, c'était quand même plus simple quand elle était là avec Warlen et Tarel. Tu te souviens, en effet, que quand tu es revenu de ton service, dirons-nous, ta tante, ton oncle et ton petit cousin n'étaient plus là. Alors pour toi, ils étaient morts. Donc tu n'en as jamais vraiment parlé. La vie est déjà assez difficile pour remuer les choses, un peu délicates comme cela. Ton père intervient, et pendant qu'il intervient, tu remarques qu'il serre le médaillon araignée qu'il porte autour du cou, qui est normalement un peu caché sous ses vêtements, mais là il l'a sorti, il le serre, et il dit ce qui est passé est passé, ça ne va pas nous aider de remuer le passé. Je jette un œil à ma sœur pour voir comment elle réagit à ça. Tu vois qu'elle a pas vraiment écouté. Et elle arrive, elle regarde un petit peu discrètement, elle vient se faufiler à côté de toi et elle te chuchote à l'oreille, elle fait T'as pas vu mon couteau de récolte? C'est toi qui l'as pris? J'ai pas vu son couteau de récolte. Non, tu sais pas tu vois de quoi elle parle, évidemment, mais non, c'est pas toi qui l'as pris. Je lui réponds à voix basse aussi, mais t'as perdu ton couteau? Non, j'ai dû l'oublier, c'est pas... Mais tu l'as vu quand pour la dernière fois? Hier, forcément, mais non, mais c'est pas grave, elle essaie de discrètement. Je précise que toi, tu as le tien à ta taille, au cas où. Ouais, je tape du coup à ma taille pour bien vérifier qu'il est là. Tu l'as. Parce qu'on n'a pas vraiment les moyens d'acheter des outils comme ça tous les 4 matins non plus. Non. Tout à fait. Mais surtout que le sien, tu sais que, tu ne sais pas si elle veut en faire sa vie, mais bon, elle aime bien aider quand même à la récolte, donc peut-être que si c'est un couteau qui a une valeur un peu plus grande que le tien, ou toi, la récolte c'est quelque chose à laquelle tu participes, est-ce que tu veux en faire ta vie? Peut-être pas. D'un coup, quelques droses passent en courant devant vous, et vous comprenez vite pourquoi. 3 gardes de la ville passent devant vous. Ils tiennent leur lanterne bien haut pour éclairer autour d'eux. Instinctivement, ta famille et toi vous redressez un petit peu, vous baissez les yeux. Ils ne semblent pas prêter attention à vous particulièrement, mais regardent d'un air amusé les prêtres qui s'affairent à aider les pauvres aux alentours de la cathédrale. Heureusement, ce sont des droses et la milice proche de la cathédrale est plutôt pro-drô. Instinctivement, tu cherches tes papiers, au cas où, et tu réalises que tu n'as pas pris les papiers du marché. Sans eux, impossible de vendre les champignons. C'est moi qui suis en charge de ça normalement. Effectivement. En me rendant compte de ça, je sais qu'il faut que je le dise à ma famille. Et que je vais retourner et me dépêcher. Et je leur propose de continuer plus lentement et que je les rattraperai tant bien que mal. Ta sœur instinctivement propose de porter une partie de ta charge, justement que ce soit moins lourd, pour que tu fasses l'aller-retour plus rapidement. Tu les laisses, ils repartent, ils ne te font pas de réflexion, parce que, encore une fois, vous avez beaucoup de choses à penser et vous survivez plus qu'autre chose, donc et dans l'obscurité de votre demeure, c'est pas forcément simple non plus de s'y retrouver. Vous n'avez pas
beaucoup d'endroits où ranger les choses. Tu descends donc par un endroit plus rapide, aussi plus étroit. Quelques sauts bien placés et 2 chutes, manquées de peu, te font gagner plusieurs dizaines de minutes. Sur le chemin, tu passes non loin de la cuve A67. C'est marrant parce que quand t'étais petite, justement, tes parents parlaient d'une bête qui était dans la cuve A67, une cuve d'algues. La créature devait sommeiller dans une de ces cuves d'algues qui sortait justement la nuit pour dévorer les enfants qui ne dorment pas ou qui rentraient après les 7 sonneries de cloche. Et justement, il y a quelques semaines, ta sœur t'a reparlé de cette légende, comme quoi certains locaux pensaient vraiment qu'il y avait quelque chose de caché sous cette eau sombre, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Inconsciemment, je ralentis un peu en passant devant cette cuve, puis je continue mon chemin. Tu avances dans les ruelles sombres et tu entres dans ton domicile, un petit appartement construit à moitié en équilibre par-dessus la ruelle sombre et sentant fort la terre et la farine à cause des tonnes de champignons stockés non loin de là. Tu trouves les papiers assez rapidement, effectivement tu les as fait tomber vraisemblablement, tu ne sais pas trop comment. Je jette un œil pour voir si le couteau de ma sœur est dans l'appartement, comme je suis revenu. Tu veux fouiller ou tu veux simplement regarder vite fait ? Je veux regarder rapidement parce que je me dis que si elle l'a oublié, il est probablement sorti. Tu regardes rapidement. Tu le trouves. Effectivement, il est là où il devrait être. Elle l'a vraiment juste oublié. Donc tu le retrouves. Je le prends pour lui ramener. Très bien. Avec les papiers. Je prends les papiers, le couteau, je vérifie que j'ai tout et je repars. Pas de souci. Tu entends en sortant que ton propriétaire, Talruc, rôde. Tu sais qu'il attend son paiement, tes parents comptant sur le marché pour payer. Et donc, il va falloir faire un choix. Soit tu le confrontes, soit tu l'évites discrètement, ou, écoute, tu peux peut-être prendre le risque d'escalader le long de la façade et de redescendre, mais c'est un petit peu compliqué. J'essaye de l'éviter discrètement. Très bien. Tu avances discrètement, utilisant le plus possible ton corps dans des angles presque délicats. Et puis, il passe. Sans prêter attention à toi, tu lances peut-être même un petit caillou qui fait un écho dans un couloir. Il va voir et tu te précipites dehors. Et tu cours à nouveau, je suppose ? Oui. Très bien, tu cours et d'un coup, quelqu'un t'arrête sur ton chemin. Tu vois qu'il a une allure pas claire. C'est un drôle, il a un regard un peu perdu derrière ses lunettes cendrées et il a une odeur de sueur et de crasse qui lui colle à la peau. Et il te regarde et fait « Eh mais on se connaît !» Tu ne l'as jamais vu de ta vie, t'en es plutôt certaine. Et t'as une bonne mémoire des visages. « On se connaît, non ? Hein ?» Je crois pas, non. Mais si, tu bosses tu bosses aux usines, c'est ça ? Hein ? Est-ce qu'il a l'air dans son état normal ? Il a l'air sous influence, il n'a pas l'air méchant. Voilà, tu penses qu'il est peut-être en train d'essayer de te vendre un truc, de t'arnaquer, tu sais pas trop. Hein. Clairement, toi, tu ne bosses pas du tout aux usines, hein. Tu bosses au jardin suspendu. Je pense qu'il y a erreur sur la personne et je suis un peu pressée, donc vous m'excuserez. Et je repars. Il te prend par le bras et il te fait « Hé, comment je connaîtrais ton prénom alors ? Hein ? Maïra ?» Encore une fois, ce n'est pas du tout ton prénom. Donc tu ne sais pas. Je fais non de la tête et je... Ouais, je me suis trompé. C'est pareil, tu veux du malac ? De la fumée divine ? Non ? J'ai même de la dague, si tu veux. Non merci, non. Il crache à tes pieds. Je repars. Il balance 2-3 insultes en langage drôle que tu préfères ignorer. Je m'en fiche, pour être honnête. Oui. Je suis pressée. Tu remontes les étages, moins rapidement que tu n'as pu les descendre, malheureusement. Par 2 fois, tu tentes des raccourcis qui s'avèrent être des cul-de-sac. Une autre fois, tu évites de peu un chargement qui s'écroule. Et tu arrives à l'étage du marché. Il semble y avoir un attroupement. Et alors que tu approches, tu entends un coup de feu. Suivi de 2 cris de femmes. Et tu sens une sueur froide dans ta nuque. Car tu reconnais ces voix.
Un autre coup de feu. Tes mains poussent les gens pour passer à travers la foule. Instinctivement, tu vas vers l'origine du bruit. Un troisième coup de feu. Tu vois 3 corps au sol. Ta sœur, dont le corps tressaute encore. Ta mère face contre terre dans une mare de sang qui ne cesse de grandir. Et ton père, un couteau à la main, écroulé au pied d'un Aelfir. Cet Aelfir porte un masque couvert d'épines ne laissant apparaître que sa bouche. Les rumeurs autour de toi te l'ont fait comprendre. C'est Guernic Parlant Plomb, le capitaine de la garde solaire, un guerrier poète. C'est l'un des rangs les plus hauts dans ce domaine entre prouesse militaire et réalisation artistique. Il énonce, à voix haute. Des papiers demandés, une araignée présentée. Une condamnation expliquée, de l'acier exhibé. Une mort par 3 fois donnée, une justice remportée. Sur notre marché, ils voulaient gagner le bronze et l'or. Ils n'ont eu que le plomb et la mort. Sur notre terre où le bon droit demeure, leur demeure sera sous terre, ailleurs. Elfes noirs, que cela vous serve de leçon. La loi et l'ordre d'Aelfir doivent être votre seule religion. Instinctivement, tu t'approches des cadavres. À ta main, le contrat, qui stipule que tes parents ont le droit de vendre sur ce marché. Tu entends des pas qui s'approchent. L'Aelfir est tout près de toi. Il voit le contrat. Il s'abaisse, tu n'as pas encore eu la force de ressentir quoi que ce soit. Tu es sous la stupeur de cet événement tragique. Il te dit « Votre contrat est en bonne et due forme, bravo, mais il eût fallu arriver moins tard et plus tôt. Nettoyez prestement l'espace séant si vous ne voulez pas rejoindre vos parents. Pour les corps, mes hommes vous aideront. Je crois connaître un équarrisseur de renom. Que ce débordement familial vous serve, à moins que vous ne vouliez plus que ma verve. » Il tapote à cet instant son pistolet rutilant, encore fumant. Tu sais très bien que le moindre mot de travers, le moindre geste de travers, serait une condamnation à mort immédiate. Tu entends les gens autour parler. Certains disent que ton père a présenté le symbole de Notre-Dame de gloire. D'autres disent que l'Aelfir a sévi très rapidement et prestement et qu'il venait avec l'envie de tuer. Tu entends tout ça, tu ne sais pas vraiment quoi faire. Jamais tu n'auras l'argent nécessaire pour leur offrir une cérémonie funéraire au Nouvel-Éden. Mais il est hors de question pour toi de les amener à un équarrisseur. Les thanatologues sont une possibilité. Tu sais que c'est chez eux que tes parents se fournissaient des corps. Effectivement, les thanatologues vendent les corps aux myciculteurs. C'est une des solutions. Que choisis-tu de faire du corps de tes 3 parents? Déjà, l'Aelfir a parlé de ces hommes. Est-ce qu'ils sont toujours autour de moi? Ils sont par là, je pense qu'ils voulaient surtout parler de la garde, peut-être du guet qui est là, et ils sont autour du marché de toute façon. Donc il y en a clairement. Est-ce qu'il y en a qui sont présentement autour de toi? Oui, certainement. Qui surveillent un petit peu ce que tu vas faire, parce que même si il se doute que tu ne vas pas non plus réagir maintenant de manière effrénée, on ne sait jamais. Je pense que les thanatologues sont ma seule option viable. Je regarde les corps de mes parents et de ma sœur, leurs affaires qui sont tout autour, je suppose, et je me demande comment je vais faire, en fait. Tes pensées noient les événements qui se passent. Tu n'auras plus vraiment de souvenirs de toi qui déplace les corps avec l'aide des gardes.
de toi qui nettoie le sol ensanglanté. Tu l'oublieras. Tu oublieras même le prix que les thanatologues te donnent pour les corps. Peut-être même que tu as jeté l'argent plutôt que de le garder, tu ne sais pas. Je peux essayer de garder le médaillon de mon père? Oui. Tu le gardes, il est un petit peu déformé car ton père l'a serré de toutes ses forces au moment de sa mort. Les pattes sont un peu repliées vers l'intérieur. Tu reviens chez toi, perdu, dans une brume de rage, de tristesse, de colère. Tu ne sais pas, et c'est là que Talruk te parle. Il brise, tu étais un peu perdu. Talruk, ton propriétaire, qui est là et qui immédiatement te parle avec son haleine d'alcool et qui fait hey, il faut payer, c'est les jours de marché là, allez. Je vais partir en fait. Je vais vous payer ce qu'on vous doit puis je vais partir. Tu vois qu'il est un peu décontenancé, hein. Il fait non mais restez, je sais pas si vous pouvez payer, c'est bon. Bah il reste plus que moi en fait, donc c'est trop grand ici pour une personne seule maintenant. Je prends ce que les thanatologues m'ont donné et je sors au stand press que je lui dois, je le pose sur la table et je regarde autour, je l'ignore un peu, je commence à prendre un sac parce que je veux pas rester là en fait, dans cet appartement qu'on partageait tous les 4 depuis que j'étais revenue. Tu dois faire un choix car tu ne peux pas porter toutes les affaires. Que prends-tu en priorité sur toi? Je suis un peu perdue et je prends mes propres affaires de toute façon. Tout l'argent, le couteau de ma sœur. Ouais. Et justement, en voyant ce couteau, en toi quelque chose se réveille. Tu te rends compte que tout ce que t'as fait, t'as nettoyé les corps de tes parents qui ont été abattus pour, selon toi, selon ce que t'as entendu, tu ne sais pas, tu n'étais pas là, mais pour simplement des papiers qui manquent, que tu apportais, tu les as amenés au mieux. Il s'est passé quoi, 20 minutes, 30 minutes, où ils n'avaient pas ces papiers? Et puis, de toute façon, les chopes n'avaient même pas été posées. Et puis quoi, il t'a proposé de donner les corps de ta famille à un équarrisseur. Ce ne sont pas des animaux. Et tout ça fait que tu n'as qu'une vision en tête. Guernic parle en plomb, le capitaine de la garde solaire. Tu te vois planter ce couteau de récolte que tu as dans la main, dans sa gorge. Tu sais qu'il doit être au poste de la garde solaire, non loin du marché, ou en tout cas, quelqu'un là-bas saura. Je me tourne vers Talruk et je le regarde dans les yeux et je lui dis il va me falloir peut-être une journée pour rassembler toutes mes affaires. Ouais, il compte justement les stènes que tu lui as données. Ouais. Pas de souci. Très bien. Je prends le couteau de ma sœur dans ma main. Je le mets à ma ceinture à côté du mien si je peux. Oui. Et je pars. Tu pars. Tu remontes encore une fois ce chemin. Tu te rappelles le fait que il n'y a même pas 12 heures de cela, tu parcourais ce chemin avec une idée d'une vie que tu considérais comme presque heureuse, alors que non, elle n'était pas heureuse cette vie. Elle était morne, elle était dure, mais maintenant elle est pire. Elle est invivable, selon toi. Elle était dure, mais j'étais pas seule. C'est ça. Je m'imagine sur le chemin lui couper la langue, en fait. Tu avances. Tu vois justement... de mes couilles, là. Tu vois justement le poste de la garde solaire et tu approches, bien décidé à rentrer dedans, et immédiatement, quelqu'un te prend. Juste comme ça, des bras qui te saisissent. On te met une main sur la bouche et tu sens qu'on te chahute, que tu es pris par l'arrière. Tu essayes de te débattre, mais non, on te fixe. Tu comprends pas trop ce qui se passe.
Tu perds conscience, une odeur doucereuse et tu perds conscience. Tu te réveilles, tu es attaché, bâillonné. Tu es dans une salle sombre et humide. Clairement pour toi, un des cachots de la garde solaire. Comment ils ont su ce que tu allais faire? Après tout, c'était peut-être visible sur ton visage. Tu as peut-être même le couteau en main. Tu ne sais plus trop. Au bout d'un moment, qui a duré peut-être une dizaine de minutes, la porte devant toi s'ouvre. Ici s'achève le premier épisode de cette petite série. À la semaine prochaine pour l'épisode 2.